Je vous invite à présent à vous installer. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette troisième édition du workshop des architectes organisé par l'Ordre des architectes du Burkina. Cette initiative de l'OAB vise à réunir les professionnels de l'architecture, des étudiants et des passionnés du domaine pour partager leurs connaissances, expériences et idées autour d'un thème central. Pour cette édition, le thème choisi est architecture innovante et matériaux appropriés, qui est d'une grande pertinence dans le contexte actuel de notre pays. Au cours de cette journée, vous aurez l'opportunité d'assister à un panel de discussion animé par les experts du domaine, ainsi à la présentation de projets inspirants et novateurs. Mais surtout, cet événement est aussi une occasion unique de réseauter et de renforcer vos liens avec d'autres professionnels de l'architecture. Je vous invite donc à profiter pleinement de cette journée en participant activement aux différentes activités et en échangeant avec les autres participants. Je m'en vais à présent donner la parole à M. David Toé, président du comité d'organisation du workshop ArchiConnect 3. Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'habitat, représentant Monsieur le ministre de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'habitat, Monsieur le commissaire du département de l'aménagement, territoire communautaire et des transports de développement, distingués Messieurs et Mesdames les anciens présidents de l'Ordre des architectes, chers consoeurs, chers confrères, chers partenaires, chers professionnels du secteur, honorables invités, distingués invités à vos grades protocolaires et respectifs. Au nom de l'ensemble des membres du comité d'organisation, je vous souhaite la bienvenue à notre cadre d'échange professionnel ArchiConnect 3. ArchiConnect est un événement phare de rencontres et débats. Cet événement ne rassemble rien que des professionnels pour des discussions et des concertations dans le domaine du BTP. Le thème retenu pour cette édition est architecture innovante et matériaux appropriés. Dans un monde confronté à de nombreux défis énergétiques, à de défis environnementaux croissants, l'architecture ne peut plus être perçue comme une simple question d'esthétique, une question de splendeur ou de beau. Mais nous devons nous adapter aux problématiques, aux challenges et aux défis du millénaire, c'est-à-dire sauver notre environnement de vie qui est la Terre. Pour cela, nous devons dès à présent, afin d'anticiper sur le futur, un mode d'habiter, le futur des types de construction et bien évidemment les types de matériaux les plus appropriés pour les générations futures, tout en répondant aux besoins des usagers en termes de durabilité et en termes de bien-être. Par ailleurs, nous tenons à saluer le travail du Forum MIGDAO, qui est le forum sur les matériaux innovants et la construction durable en Afrique de l'Ouest, qui s'est déroulé à Dakar, sous la supervision du professeur Vincent Sambou et toute son équipe. Cette journée de workshop est aussi l'occasion pour nous de rendre hommage à tous les architectes qui ont contribué aujourd'hui et qui contribueront demain à la ville du futur. Tout au long de cet événement, nous aurons l'occasion de rencontrer des architectes, des ingénieurs, des urbanistes, des géomètres, des ingénieurs en climatisation, des chercheurs et des innovateurs en matériaux nouveaux tels que Zip Matériaux. Cette réunion de belles brochettes d'experts dans le domaine sera un bon cadre de réseautage
et de partage d'expériences qui sera bénéfique sans doute à tous les participants. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont ménagé aucun effort à la planification et à la réalisation de cette journée, y compris les membres du comité, les partenaires et les sponsors de l'événement. Nous sommes enfin fiers d'offrir à nouveau un cadre de rencontres-débats ouvert sur le milieu du BTP et qu'elle assure notre vie quotidienne sous le soleil de notre très chère patrie, le Burkina Faso. Ensemble, nous avons le pouvoir de bâtir un futur où l'architecture et les matériaux choisis servent non seulement aux besoins immédiats et ceux des générations futures. Merci à chacun d'entre vous de votre présence et de votre engagement. Travaillons main dans la main pour un avenir innovant et durable. Je vous remercie. Merci pour cet accueil. Bonjour à tous et à toutes. Monsieur le secrétaire général Maxime Kenvenimo, représentant Monsieur le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Monsieur Parcet, représentant la commission de l'UNOA, Mesdames et Messieurs les anciens présidents de l'Ordre des architectes du Burkina, chers partenaires, chers confrères, bienvenue à Archiconnect 3. Et de 3, nous sommes à la 3e édition, on va nommer l'édition de la maturité. Archiconnect 3 est en train de s'imposer comme un événement incontournable dans l'acte de bâtir pour tous les bâtisseurs et pour notre nation. Après le succès des 2 premières éditions, novembre 2023 et mars 2024, nous sommes réunis aujourd'hui, 25 octobre 2024, pour parler de matériaux, pour explorer les possibilités que nous avons avec nos ressources locales et surtout montrer des modèles de conception de nos architectes avec nos ressources et exploiter par les populations avec le sourire, car l'œuvre a offert le bien-être. Le but, c'est vraiment de montrer que nous pouvons avoir des modèles propres à nous et adaptés à notre climat. Étant donné que nous avons encore la possibilité de façonner nos villes, car le besoin existe. Les populations ont besoin d'ouvrages et nous avons besoin d'ouvrages publics pour bâtir notre ville. Il faut que cela se fasse avec les bonnes méthodes et la bonne pierre. Juste pour passer le message que l'architecture doit promettre par chaque pierre un meilleur avenir pour nos villes et permettre que lorsque je construis, je ne me mets pas dehors pendant la chaleur pour pouvoir fuir le four que j'ai réalisé. Je me souviens que quand j'étais toute petite, à l'école, pendant le mois d'avril et mai, nous étions plus préoccupés à nous rafraîchir que d'écouter le maître d'école, car on transpirait dans nos salles de classe. Aujourd'hui, nous avons des ouvrages, des salles de classe, des maternités, des ouvrages publics, des universités qui puissent nous permettre d'étudier et d'être concentrés sur l'essentiel, c'est-à-dire ce que notre maître dit. Nous devons donc faire différent pour les générations futures et cela est possible. Je voudrais donc transmettre le message aux décideurs pour dire que nous pouvons offrir des cadres différents pour nos écoliers, pour nos étudiants et pour nos travailleurs. Aujourd'hui, nous accueillons donc pour cette édition d'imminents architectes, d'imminents chercheurs qui vont nous partager leur expérience concrète. Ce ne sera pas de la théorie car ce sera des projets qui sont à nos côtés, à nos pas. Et vous avez la possibilité avec l'exposition de regarder cette réalité. Car on a coutume de dire qu'on parle d'architecture durable, on parle d'utilisation de matériaux appropriés, mais c'est très loin de nous. Aujourd'hui, c'est juste à côté de nous. À vous, les panélistes qui avez accepté de prendre de votre temps pour préparer et venir partager avec nous notre expérience sur vos réflexions pertinentes, je veux vous dire vraiment merci pour tout ce travail. Merci aux panélistes de ce jour. Pour l'événement, naturellement, il faut le nerf de la guerre pour la réalisation.
donc je ne pourrais pas oublier nos partenaires. Je veux d'abord faire un merci particulier à la maison de l'entreprise qui, depuis la première édition, est à nos côtés. C'est une confiance à tout épreuve. Et merci à notre partenaire en acier, Silmetal, qui nous accompagne pour tous les mandats et pour toutes nos activités et qui, avec beaucoup de sérénité, solidifie la relation hors des architectes du Burkina et Silmetal. Notre université Haute Nouvelle également a rejoint le plan des partenaires depuis la 2e édition et c'est avec beaucoup de joie que nous accueillons le futur des architectes puisque la formation se passe dans les bonnes conditions. Merci à l'université Haute Nouvelle pour ce partenariat. Nous avons des partenaires qui nous ont rejoints. Je vais vous citer JACFA, ACET, la Banque agricole du Faso, CIF Industrie, Netis, l'association Bâtir et Développer qui nous offre une exposition sur les enduits des femmes Cassena et ce serait vraiment intéressant que vous puissiez prendre le temps de regarder le processus. Surtout que ces pratiques ne se perdent pas, que ça puisse se transmettre de génération en génération. Je voudrais adresser également ma gratitude à Kéré Architecture qui nous montre l'exemple, qui nous a accompagnés côté technique, matériel et financier pour cette édition Architecture innovante et matériaux appropriés. À présent, je voudrais porter mon attention sur vous qui êtes présents ce matin, qui allez faire le déplacement, ceux également qui sont en ligne, qui nous suivent, et particulièrement à nos anciens présidents qui sont à nos côtés. Je veux citer le vice-président Simon Kafando, le vice-président Alain Kouala, merci d'être avec nous, la vice-présidente Valérie Sanou, le vice-président Fabien Ouédrago. Je pense que si je n'en ai pas oublié. Merci pour votre soutien incommensurable. C'est très important de vous avoir à nos côtés. Je voudrais également dire un grand merci à tous les membres du Conseil 2023-2025 qui portent les activités du mandat, qui portent la présidente que je suis, car c'est important d'avoir une équipe sur qui compter pour pouvoir réaliser des actions. Il ne suffit pas juste de faire un plan d'action, la réalisation c'est une autre étape. Pour finir, je voudrais vous dire que notre prochain grand rendez-vous pour l'architecture, c'est du 20 au 22 mars 2025, où nous aurons la 7e édition de la Semaine de l'architecte. Et par la même occasion, lancer un appel aux partenaires qui voudraient nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions encore écrire une page de l'histoire de l'architecture, pas seulement du Burkina, mais l'histoire de l'architecture africaine. Et montrer que l'architecte est vraiment pour la société, l'architecture est d'utilité publique et l'architecture est importante pour notre nation. Merci pour votre attention. Je vous prie de accompagner les pas de Madame la Présidente à des applaudissements. Avant de livrer le message de Monsieur le ministre, je vais endosser ma tunique d'architecte. Avant tout propos, vous allez me permettre de saluer les doyens, nos dévanciers, grâce à qui aujourd'hui cette famille est en place et qui vit depuis plus de 33 ans. Je vais m'approcher en toute humilité. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, avant tout propos, comme on dit, quand le premier responsable parle, je n'aurai plus droit à la parole. Donc, en tant qu'architecte, je vais saluer cette initiative qui, je pense et je souhaite, doit devenir le rendez-vous de l'intelligentsia africaine du milieu de l'architecture.
mes bénédictions que Archiconnect traverse davantage nos frontières, que ça devienne un événement mondial. Le thème choisi ce matin m'est particulièrement intéressant du point de vue du mot qui retient toute mon attention, innovation. L'innovation qui est le fruit de l'imagination. L'imagination, j'ai l'habitude de le dire, elle est plus importante que le savoir. On peut apprendre pour acquérir des savoirs, mais l'imagination, elle est le plus souvent innée. Et architectes, bâtisseurs que vous êtes, nous sommes appelés et nous sommes en train de construire aujourd'hui le parc immobilier du siècle à venir. Les exemples sur notre sol en témoignent. Les plus grands lycées aujourd'hui ont en moyenne 75 ans. Donc c'est dire que nos actes que nous posons aujourd'hui vont laisser des empreintes au minimum un siècle. Et ça veut dire qu'il faut construire durable. Je m'en vais alors sur ces mots, livrer le message de Monsieur le ministre, et vous allez me permettre, juste pour cet instant, d'endosser mon rôle de secrétaire général. Mesdames et messieurs, honorables invités, c'est avec un immense plaisir que je prends la parole ce matin à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de cette 3e édition de Archiconnect, à laquelle vous avez bien voulu m'associer. Je voudrais donc, dès l'entame de mon propos, traduire mes salutations et mes remerciements aux organisateurs, mais aussi à l'ensemble des participants pour leur intérêt manifeste à cette importante activité. En ma qualité de ministre en charge de l'habitat, je ne peux que saluer l'existence d'un tel cadre d'échange sur le métier d'architecte, en ce sens que celui-ci constitue l'un des pans les plus importants du secteur de la construction. Par ailleurs, le choix du thème de cette 3e édition, architecture innovante et matériaux appropriés, s'inscrit dans la droite ligne de la vision de mon département qui s'est assigné à faire de la promotion d'un habitat durable et accessible à toutes les franges de la société un objectif. Du reste, le gouvernement s'engage à lancer la réflexion sur les normes et les certifications de construction en matériaux locaux et en matériaux appropriés. Il s'agira de répertorier l'ensemble des recherches sur les matériaux de construction adaptés au Burkina Faso, à savoir les matériaux biosourcés, la construction en terre et ces différentes alternatives ouvertes sur l'environnement. La crise économique face à laquelle notre pays et d'autres pays voisins font face est essentiellement liée aux effets des changements climatiques et bien d'autres facteurs. Mesdames et messieurs, distingués invités, le changement climatique résultant de l'activité humaine, l'innovation reste et demeure une nécessité dans le secteur de l'habitat. C'est pourquoi mon département a engagé cette année la relecture du Code de l'urbanisme et de la construction, qui est à sa dernière phase, afin de tenir compte de nouveaux concepts liés à l'évolution de la construction, qui intègrent désormais la question de l'efficacité énergétique, de construction écologique et bioclimatique. Aussi, un avant-projet de loi sur la profession d'architecte est en cours de validation et marque une étape cruciale dans la quête d'une meilleure réglementation et d'une valorisation de la profession d'architecte. Ce projet de texte s'inscrit dans le cadre de l'harmonisation des textes régissant la profession d'architecte dans l'espace UOMOA. C'est le lieu pour moi d'informer les confrères que ce texte vieux de 33 ans est enfin sur la table du gouvernement pour quitter le stade de l'avant-projet de loi en projet de loi avec sa transmission à l'ALT. Aujourd'hui, plus que jamais, face aux défis sécuritaires que traverse le Burkina Faso, aux précarités de tout ordre imposées aux populations des villes et campagnes, les bâtisseurs se doivent d'être interpellés sur des préoccupations majeures que sont l'organisation de nos villes, la durabilité, la fiabilité, la gestion de la qualité conceptuelle et d'exécution de nos infrastructures avec des matériaux durables
disponibles dans notre environnement. Mesdames et messieurs, chers participants, l'Ordre des architectes du Burkina est un partenaire essentiel de mon département et nous travaillons à nourrir une vision collective de l'architecture au Burkina Faso en harmonisant les besoins de développement urbain avec la préservation de notre identité culturelle. C'est dire que nous suivrons avec une attention particulière vos travaux et vos conclusions qui en résulteront afin que nous puissions de concert faire œuvre utile dans le domaine délicat de l'habitat. Chers architectes, chers faiseurs de villes, ce workshop des architectes permettra de mieux connaître les préoccupations des professionnels et des acteurs de la ville, des chercheurs, des fabricants de matériaux de construction. Il permettra de faire une synthèse des contraintes et des objectifs et en tirer une synergie des idées novatrices des professionnels du BTP et les constructions de nos villes en général. Sur ce, je déclare ouverte la 3e édition de ArchiConnect et je souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie. À l'endroit de l'Ordre des architectes, c'est de les encourager par rapport à cette initiative noble qui est cette activité qui est ArchiConnect, qui a sa 3e édition. Et cette activité est tellement importante quant à ses objectifs qui visent à réunir les professionnels du domaine pour réfléchir sur des problématiques que nos populations et nos villes traversent. Et cette année, le thème qui porte sur la construction durable en matériaux locaux est d'autant plus important que les situations que nous traversons aujourd'hui nécessitent un développement endogène. Donc il faut que nous puissions travailler avec nos ressources naturelles propres, les ressources de nos sous-sols pour pouvoir construire au Burkina, ce qui va nous permettre non seulement de construire durable, mais d'amoindrir les coûts de construction. Donc le ministre encourage cet événement et qui, nous espérons, sera un rendez-vous de l'intelligentsia africaine, voire mondiale, du milieu de l'architecture. La particularité de la 3e édition de ArchiConnect, c'est de montrer des modèles de réalisation quand on parle d'architecture avec des matériaux appropriés pour nos populations et pour nos climats. Donc nous avons exploré des matériaux, des réalisations et montré que c'est possible de réaliser durable et bien et beau pour les populations, que ce soit pour des ouvrages privés ou publics. Et nous avons la chance d'avoir avec nous le prix Pritzker d'architecture, qui est l'équivalent du prix Nobel d'architecture, qui est notre confrère Francis Kéré, qui est membre de l'Ordre des architectes. Et aujourd'hui, on a des modèles d'ouvrages qu'il a réalisés que vous pourrez regarder. À l'ordre du jour, on a des panels, on a l'exposition, on a des partenaires qui nous accompagnent depuis, qui vous montrent les services qu'ils ont et vous avez la possibilité de discuter avec les architectes, les ingénieurs, les géomètres, les urbanistes, toutes ces personnes-là qui façonnent la ville. Nous sommes fiers parce que c'est un projet que nous poursuivons depuis une dizaine d'années, donc ça va vraiment ouvrir parce que ça concerne également l'harmonisation des textes dans l'espace UMOA, donc la libre circulation des architectes, mais également l'harmonisation de la réglementation de comment exercer le métier d'architecte. Et c'est pour nous vraiment une grande fierté et une joie de l'apprendre qu'on est en train à l'aboutissement. Le choix du thème, c'est pour dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit conscient
que le changement climatique, c'est une réalité. On le constate, on voit que les saisons changent et donc il faut vraiment s'attaquer à cela en offrant les possibilités d'avoir des ouvrages qui ne nécessitent pas beaucoup d'énergie. Donc on a besoin d'économie d'énergie, on a besoin également d'utiliser des ressources renouvelables, des ressources qui sont locales, qui vont nous permettre d'avoir des ouvrages où il fait bon vivre. Tout d'abord, Cimetal, partenaire de l'Ordre des architectes de Burkina et sponsor officiel de Archiconnect, est très heureux d'accompagner la 3e édition. Le thème architecture innovante et matériaux appropriés est le bienvenu dans cette nouvelle dynamique pour un paysage magnifique du Burkina Faso. Les architectes peuvent libérer sereinement leur génie créateur et proposer des architectures innovantes car leur partenaire Cimetal est disposé à les accompagner de tous les matériaux appropriés pour la réalisation de leur architecture. Je remercie l'ensemble du conseil de l'Ordre des architectes du Burkina avec à sa tête Madame Ada Yaya Bokoum pour les efforts de connecter les architectes avec l'ensemble des autres acteurs dans le domaine de la construction. Je voudrais ajouter que Hisense n'est pas une nouvelle marque. Peut-être qu'au Burkina, la marque est en train de faire ses petits pas, mais à l'international, c'est une marque qui est très bien reconnue. Hisense est présentée dans 130 pays au monde. Également, Hisense dispose de 66 sites de production dans le monde. Donc, la preuve que la marque a bien été adoptée. Grâce à la solution expert inverteur de Hisense, nos climatiseurs ont une consommation énergétique très réduite. Et les chiffres le prouvent. Notre consommation énergétique avec nos produits est de 50% en termes de réduction par rapport aux climatiseurs conventionnels. Ce n'est pas juste un argument marketing, mais c'est la réalité et les experts techniciens en froid et refroidissement peuvent le reconnaître. Également, Hisense, dans le classement mondial, est reconnu numéro 1 mondial en termes de technologie audiovisuelle pour les téléviseurs laser TV, également pour les téléviseurs 100 pouces. Et également, deuxième en termes de vente par rapport à la quantité des téléviseurs au monde. C'est la preuve que la marque a bien été adoptée et également le rapport qualité-prix très apprécié. Aussi, la qualité des images que offre Hisense, également la qualité sonore est très appréciée par le consommateur. Notre objectif est beaucoup plus centré sur le bien-être du consommateur. Et Diafa a su bien faire ses preuves sur le marché burkinabé, qui est un acteur de la grande distribution. Depuis près de 60 ans au Burkina, Diafa a toujours mis le paquet pour offrir des produits au meilleur rapport qualité-prix et forger également son image d'une entreprise sérieuse. Alors, je termine en disant, avec Hisense, vous avez la garantie que les bâtiments que vous construisez, les équipements que vous soumettrez à vos clients comme proposition, sont des bâtiments qui seront reconnus des bâtiments intelligents, des bâtiments économes en termes d'énergie et également des bâtiments durables et confortables. Je vous invite à découvrir
la marque iSense avec Dialpha, avec notre showroom 6 à la Maison du Peuple, en face de la Maison du Peuple plutôt, qui va vous ouvrir ses portes très peu dans quelques jours. Et nous savons qu'ensemble, nous allons bâtir un avenir durable, un avenir prospère, avec des produits de qualité et toujours pour le bien-être du consommateur burkinabé. Je vous remercie. Honorable Assemblée, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je me nomme William Thomas Lacan-Ledago, je serai le modérateur du panel. Merci d'avoir répondu présent à cette messe des Beaux-Arts. Nos considérations vont également pour ceux qui nous suivent à travers le monde par la magie du numérique. Des penseurs nous disent que l'architecture est un témoin incorruptible de l'histoire, qu'elle exprime une civilisation dans le présent et crée les belles ruines dans le futur. D'autres la considèrent comme une musique figée et la danse comme une architecture en mouvement. Donc, avec les experts, nous allons danser, nous allons écouter la belle musique. Mesdames et messieurs, chers public, allons concevoir le projet architectural du panel. Le thème central est architecture innovante et matériaux appropriés. Pour nous édifier sur la question, je me retourne vers vous, nos éminents experts. Et le premier que j'invite à nous rejoindre, c'est le professeur Adama Nissan. Professeur titulaire depuis 2022, il a le titre et il pilote du processus, je cite, mettre en œuvre les programmes de recherche dans le système de management de la qualité depuis 2020 à nos jours. Il est responsable du laboratoire éco-matériaux et habitats durables de Dézieux, et là depuis 2014. Membre du comité de direction du regroupement pour la recherche et la formation sur le béton 2B. Il est vice-président du comité de codification des briques latéritiques taillées auprès de la direction générale de l'architecture, de l'habitat et de la construction. Membre du comité national de valorisation de matériaux innovants et de nouvelles technologies de construction au Burkina. Vice-président de la Société burkinabé des sciences de l'ingénieur et appliqué. Il est instructeur de projet à l'agence. Il a été instructeur de projet à l'Agence de recherche nationale de France en 2017. Enfin, il a été chercheur de l'Université de Yale dans le cadre du projet, je cite, valorisation des ressources secondaires pour une construction durable de 2017 à 2021. Professeur, merci pour votre disponibilité. Notre deuxième panéliste, Madame Clara Sawago, elle est spécialiste dans la construction et l'architecture bioclimatique, donc architecte designer. Elle est gérante de la société Archibati Consult. Elle enseigne dans plusieurs universités africaines, mais elle se concentre surtout dans la recherche sur les constructions adaptées aux pays chauds et ou sahéliens. Elle a participé à la mise en œuvre de projets innovants conciliant architecture, économie et développement durable. Madame Sawago a un diplôme d'état d'architecte obtenu en 2011 à l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon. De par son expertise, elle a reçu plusieurs distinctions. Elle a fait objet aussi de plusieurs documentaires et invités spéciaux sur des plateaux et émissions télé. Elle est une fierté nationale. Merci, Madame Sawago, pour votre disponibilité.
bonjour à tous. C'est avec plaisir que je suis parmi vous ce matin. Je suis très honoré et par l'invitation de Madame la Présidente de l'Ordre. Et aussi, je profite de remercier tous les anciens présidents, et comme la Présidente l'a fait tout à l'heure, parce qu'avec les anciens, on a également fait quelque chose de très bien. Merci encore une fois les organisateurs pour nous avoir donné l'opportunité de discuter avec vous tous et aussi apprendre de vous, parce qu'à travers vos questions, nous allons beaucoup apprendre et nous allons continuer à améliorer les choses. Donc c'est un rendez-vous de donner et justement de recevoir. Et je ne prétends pas tout connaître. Il y a certains qui disent que je suis professeur, mais je suis Adam. Je préfère qu'on m'appelle Adam. C'est le nom qu'on m'a donné. Le mieux ça, c'est le nom de mon grand-père. Professeur, je ne sais pas ce que c'est. Mais Adam, c'est bon. Donc, sur ce, Adam, il va essayer d'entretenir avec vous sur les matériaux locaux pour la réduction de l'empreinte carbone au Burkina Faso, une architecture innovante. Et lorsque Madame la Présidente nous a invités justement, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on a des informations nécessaires pour partager? Et tiens, on s'est rendu compte que, mais oui, parce que nous sommes dans un monde en mouvement. Nous sommes dans un monde où, et chaque fois on nous rappelle de l'impact climatique sur la population. Et aujourd'hui, on voit très bien et comment est-ce que l'effet du changement climatique impacte le monde. Et pour ne pas parler de notre cher pays, le Burkina, nous avons des crises liées à ce changement climatique. Il y a des inondations par-ci, il y a des inondations par-là. Et Madame la Présidente d'entrée de jeu parlait justement de son expérience lorsqu'elle était à l'école. Elle disait, on passait tout le temps à chercher à se rafraîchir au lieu de suivre les cours. Et je sais quelque chose. Et je sais que tous les parents qui sont ici, et les futurs parents, ils en sont quelque chose. Et si nous voulons laisser quelque chose à nos enfants, c'est que nos enfants soient mieux que nous. Et si les enfants donnent mieux que nous, c'est qu'il ne faut pas qu'ils subissent les mêmes problèmes que nous avons subis, c'est-à-dire en restant dans les salles de classe, cherchant à se refroidir, mais être concentré pour être l'inventeur de demain, l'innovant de demain. Pour que demain, lorsqu'on va dire dans tel domaine, on a un monsieur Saradogo, on a un monsieur Drago qui a inventé ci, qui a inventé ça, parce qu'il a travaillé dans les bonnes conditions. Et donc, du coup, ce dont je vais vous entretenir va essayer de rester dans ce cadre-là, c'est-à-dire les matériaux qu'on peut utiliser et qu'on pourrait mettre aussi à la disposition des architectes pour concevoir donc des habitats qui pourront donner une certaine fraîcheur, bien entendu, comme Mme Clara va le dire juste après moi, dans certaines conditions. Parce que le matériau, ça ne suffit pas, il faut aussi l'environnement. Mais moi, je vais rester beaucoup plus sur le matériau. Donc, parlant du matériau, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, on remarque que depuis des années, la population mondiale ne fait qu'augmenter. On a une augmentation galopante du taux d'urbanisation, donc qui nécessite beaucoup de construction. Et lorsqu'on parle de beaucoup de construction, nos architectes, on va dire modernes, ils ont commencé par dire qu'il faut construire un matériau moderne. Je ne veux pas dire matériau approprié ou matériau non approprié. Un matériau moderne, c'est-à-dire qu'on a beaucoup construit en béton. Et c'est vrai. Et le béton a fait son temps. Et il continue par faire son temps. Il fera toujours son temps. Mais lorsqu'on construit ces grands édifices en béton, on a des conséquences. Non seulement Madame la Présidente va être tout de suite du confort thermique, mais on a également la pollution. Et nous avons, dès le début de nos propos, disant qu'il y a l'effet du changement climatique. Mais si il y a changement climatique, ça veut dire qu'il a changé quelque chose quelque part. Et celui qui a changé, c'est la consommation de ce que nous faisons. Et le béton participe justement à ça. Et si on regarde très bien, on verra que partout dans le monde, comme on nous a annoncé, on a une consommation du béton à plus de 6 milliards par mètre cube. 6 milliards de béton consommés dans le monde par an. Et en faisant ça, c'est qu'on a consommé, ou on va consommer à peu près donc 4 à 5 milliards de tonnes de ciment par an.
Et si nous avons à l'esprit qu'une tonne de ciment dégage à peu près 0,6 à 0,8 tonnes de CO2, et que c'est le CO2 qui est responsable des effets du changement climatique, on pourra se poser des questions. Est-ce qu'il faut toujours continuer par construire en béton hydraulique? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi protéger l'environnement? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que la génération à venir puisse connaître le bien-être? C'est-à-dire de ces inondations que nous avons un peu partout, et ces eaux de chaleur, que ce soit diminuées. Et là, on peut s'interroger, et qu'est-ce qu'on doit faire? Bien entendu, l'estimation avait déjà commencé par réfléchir en disant qu'il faut réduire donc, le taux de clinker avec de l'AG calciné, avec le 8 août 2024, sur l'incident de le président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, avait le 8 août posé la première pierre de la construction de centrales et qui va essayer de fabriquer de l'AG calciné au Burkina Faso et qui va remplacer en partie le clinker. Et là, c'est bien. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au Burkina Faso aussi, nos matériaux locaux vont servir à réduire l'empreinte carbone du ciment. Et d'autres l'ont déjà fait, il y a d'autres éléments qui pourront servir, notamment le laitier de notre partenaire Symétal, donc des déchets qui permettent de servir à réduire donc, le clinker dans la construction. Et lorsqu'on utilise ces éléments, ça permet de réduire justement le taux de clinker. Mais est-ce qu'on va totalement éviter le clinker? Non. Pour le moment, on va faire que réduire. Donc si on réduit le taux de CO2, mais on n'annule pas ce taux de CO2. Mais nous avons encore un gros problème au Burkina. Nous n'avons pas de clinker, nous l'importons. Et lorsqu'on importe le clinker, c'est qu'on a une fuite de devise. Et donc on n'a pas d'économie circulaire, on n'arrive pas à développer l'économie locale. Et pour ce faire, on a réfléchi pour dire, bon, ok, on va commencer par utiliser nos matériaux localement disponibles pour construire. Et c'est ça qui a fait, comme vous le voyez sur l'écran, la construction en BLT par exemple, que vous voyez, on a une construction qui est réalisée en briques latérales taillées, qu'on peut prendre à Daron, qu'on peut prendre à Poussiana, qu'on peut prendre dans nos localités à côté. Et lorsqu'on construit avec ces matériaux, vous voyez sur l'écran qu'il y a toujours des poteaux qui sont réalisés en béton hydraulique. Donc ça veut dire que nous apportons une solution, mais nous n'apportons pas l'entièreté de la solution. Et ensuite, il y a d'autres qui utilisent les briques latérales, les briques en terre stabilisée ou bien en briques en terre comprimée et qui font des jolies maisons, comme ce que vous voyez en bas à gauche, par exemple, et qui est à Bobo. Vous voyez à gauche en haut, donc un bâtiment R+, en BTC, mais l'ossature est en béton armé. Ça veut dire qu'on a toujours du béton hydraulique qui est dedans. Vous voyez à droite un bâtiment réalisé en BTC, un bâtiment auto-portant, donc vous avez les briques qui peuvent supporter le plancher, mais le plancher qui est en blanc, vous le voyez, est réalisé en béton armé. Donc nous apportons pour le moment des solutions, mais il reste encore. Et la question qu'on va se poser, c'est comment faire pour tout réaliser en BTC par exemple, ou bien en BLT par exemple, où on ne va plus utiliser le ciment qui pollue. Et le ciment, non seulement il pollue, mais la conductivité est tellement élevée. Lorsqu'on parle de la conductivité, c'est les propriétés thermiques, ce qui fait qu'il transfère la chaleur. Comment on peut faire? Donc, on est en train de réfléchir pour dire, bon, cherchons à diminuer l'inconfort, puisque depuis le matin, on parlait d'inconfort, nous a précédé tout de suite aussi à parler d'inconfort. Et donc, on a regardé en présentant le parpaing de ciment, les VTC, les BLT, qu'est-ce qu'on peut avoir comme avantage dans un bâtiment construit de la même manière sur le même site. Et si vous regardez sur l'écran, on a vu que les constructions en parpaing sont énergétiquement moins valorisables que les bâtiments en BLT ou en BTC. Si vous regardez très bien, on verra qu'en termes d'amortissement, excusez-moi du peu, je ne voulais pas utiliser trop de termes techniques, mais lorsqu'il n'y a pas d'amortissement, ça veut dire que lorsqu'il fait très chaud dehors, à l'intérieur, il va faire moins chaud. Donc cette différence-là, c'est ce qu'il appelle par exemple l'amortissement. Et s'il fait très chaud dehors, à l'intérieur, il va faire moins chaud. Donc on voit que c'est les BLT. Lorsqu'on construit en BLT, on a quand même un amortissement, ou en BTC, on a un amortissement qui est meilleur que l'amortissement avec les parpaings. Et si on construit en BLT ou en BTC, on a ce que nous appelons un déphasage qui est meilleur. Et qu'est-ce que j'appelle par le déphasage?
excusez-moi encore du terme technique, c'est-à-dire lorsqu'il va faire très chaud dehors, le temps que cette chaleur va arriver à l'intérieur, il est déjà 17h, 18h, et je vais ouvrir une fenêtre, et donc du coup je vais profiter de la fraîcheur de dehors, et qu'à l'intérieur il ne ferait pas chaud, et donc du coup je ne vais pas utiliser la climatisation. Mais je ne dis rien contre les affaires, on va acheter toujours les climatisateurs inventaires, mais c'est pour dire qu'il n'y a pas tout le monde qui peut acheter les climatisations. Ceux qui n'ont pas l'argent pour acheter la climatisation, ils peuvent avoir la climatisation naturelle. Au fait, c'est ce que je voulais tout simplement dire. Donc si vous construisez en BLT ou en BTC, vous pouvez de cette manière-là avoir la fraîcheur à l'intérieur jusqu'à 16h, 17h, vous ouvrez les fenêtres et les ouvertures, vous allez profiter de la fraîcheur de la nuit qui va vous permettre d'avoir une fraîcheur jusqu'au lendemain encore vers 6h. Mais pourquoi on a ça? On a ces avantages parce que ces matériaux BLT ou BTC ont des propriétés thermiques avantageuses, c'est-à-dire une conductivité thermique faible, une diffusivité qui est faible. Donc ce que nous voulons faire, c'est d'aller davantage pour réduire l'utilisation du béton, pour qu'ensemble, le béton qui se trouve toujours dans nos constructions en ossature, en BLT, en BTC, qu'on puisse l'échanger en utilisant justement que nos terres et avoir un confort beaucoup plus intéressant. Et pour ce faire, nous avons pensé à mettre en place un lien que nous appelons le lien géopolymère. Et ce lien géopolymère n'est pas venu par hasard. C'est parce qu'il y avait une étude qui a montré qu'en utilisant ce lien géopolymère, on réduit l'impact environnemental par rapport au ciment. Si vous regardez sur le graphe, ce qui est grisé, ça c'est le béton, on va dire hydraulique, qui contient que du clinker. Ce qui est en noir, le béton hydraulique, dont on a réduit le clinker par la calcinée, par exemple. Et ce qui est en centre est ce que nous appelons le béton géopolymère, c'est-à-dire qui ne contient pas du tout du clinker. Et comme vous le voyez sur ce schéma, donc on voit que ce type de béton protège l'environnement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'émissions de gaz à effet de serre, et donc il n'y a pas de CO2, et ça protège l'environnement. Et je crois que c'est l'objet de notre rencontre ce matin. Et là-dedans, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire au Burkina Faso pour pouvoir aussi fabriquer ce type de liens, et si définir les objectifs que nous avons assignés à cette présentation, l'élaboration des liens géopolymères, donc la fabrication des BTC à partir de ce lien, et également du béton. Ne pas utiliser le béton hydraulique, mais utiliser le béton à base des matériaux disponibles localement pour pouvoir réaliser nos ouvrages. Et en tant que matériaux, vous voyez, on a considéré des argiles. Et ici, je présente les 6 carrières du Burkina. On essaie de voir quelle est la carrière la plus favorable. Et ensuite, on a utilisé ce que nous appelons les centres de batterie. Donc, ça dit que les résidus de batterie, après avoir fabriqué de l'énergie, de déchets, ensemble, on a récupéré. Et on a essayé de valoriser aussi ces centres d'idées. Et comme on l'a dit toujours, c'est de développer l'économie locale. N'oublions pas, on a développé l'économie locale, donc utiliser tout ce qui est sous-produit. Et en faisant ça, on a essayé de fabriquer donc, les liens qui vont remplacer les dents de ciment. Et ces liens-là, on a essayé de regarder quelles sont les propriétés que ça peut avoir. Et déjà, on peut voir sur ce graphe qu'en prenant l'argile calcinée seule, on a une certaine résistance, en termes de résistance autour de 14, mais si on ajoute du 100, on passe jusqu'à 25. Ça veut dire qu'on va avoir un matériau beaucoup plus résistant et durable. Et en termes de température, ce sont les matériaux qui ont été fabriqués en gardant une certaine température autour d'eux. Je préfère laisser revenir en question là-dessus. Et ensuite, avec ces liens, on essaie de mettre en place donc, le BTC. Donc, si ces matériaux étaient là, il verra que bon, on a essayé de faire comme il le faisait dans son entreprise, donc de mélanger la terre avec le nouveau lien et de faire donc le BTC. Et ce que je vais vous présenter par la suite ne va pas contenir les centres de batterie. Rappelez-vous que les centres de batterie avaient permis d'augmenter. Donc, si je fais quelque chose qui ne contient pas de centres de batterie et j'ai de bons résultats, ça veut dire que je vais mettre des centres de batterie, je vais encore avoir un peu plus. Donc, qu'est-ce que je vais vous présenter alors? Ce que je vais vous présenter, c'est qu'on a considéré que le lien tout court, le nouveau, on a mis dans le BTC et comme vous pouvez le voir sur l'écran, à partir d'un certain dosage, on voit que le nouveau, bien la nouvelle brique que nous avons mis en place a exactement donc, la même stabilité que
que la brique que nous utilisons aujourd'hui, c'est-à-dire que la brique que vous voyez devant nous là, qui sont réalisées en athétique avec 8% de ciment, donc le nouveau liant tient exactement de la même manière dans l'eau que cette brique-là. Et lorsqu'on passe sur les résistances, vous allez voir très bien ici, et que lorsqu'on augmente le taux de ce liant, on a une résistance relativement plus élevée, et à 20%, on a une résistance plus élevée même d'ailleurs que le BT stabilisé avec 8% de ciment, c'est-à-dire ce que nous connaissons déjà. Donc ça veut dire qu'avec ce nouveau liant, on peut faire au-delà de ce qu'on essaie de faire actuellement. Et non seulement ça, vous voyez la coupe qui est en bleu, c'est la résistance de la brique lorsque la brique est dans l'eau. Le plus gros problème que nous avons avec la construction en terre, c'est que ça ne tient pas à l'eau. Et si on utilise le lien que nous devons de mettre en place, c'est que la résistance humide sur la résistance est plus élevée que lorsqu'on utilise le ciment. Donc ce qui montre que lorsqu'on va utiliser ce lien, les gens vont avoir plus confiance à l'utilisation de ces briques. Parce que ce que les gens reprochent au BTC, c'est que lorsqu'il y a de l'eau, ça se détruit et que ça ne tient pas. Et là, lorsqu'on va utiliser ce lien, on permet de résoudre ce problème. Mais ce n'est pas seulement en termes de résistance, mais c'est en termes aussi de propriété thermique. Puisque nous avons dit qu'il nous faut réduire la consommation énergétique. Réduire la consommation énergétique veut dire réduire l'utilisation de la climatisation. Donc si on va réduire l'utilisation de la climatisation, c'est que naturellement, donc, il faut avoir, et comme nous l'avons dit, des propriétés thermiques meilleures. Et si vous regardez sur cet écran, vous allez voir que la BTC stabilisée avec 8% de ciment que vous connaissez déjà a ce que nous appelons une conductivité beaucoup plus élevée, et ce qui est à l'extrême droite, donc plus élevé que les BTC stabilisés avec de nouveaux liens. Rappelez-vous que nous avons montré qu'en utilisant les BTC stabilisés à 8% de ciment, nous avons un meilleur déphasage, nous avons un meilleur amortissement que le parquet. Pour ce qui concerne la suite, donc je vous avais dit que lorsqu'on construit à BTC ou à BRT, ce qu'on fait jusqu'à présent, c'est qu'il y a toujours les poteaux, les poutres, les planchers qui sont en béton hydraulique. Mais comment faire pour éviter ça aussi? Nous avons pensé à résoudre ce problème, et donc du coup, avec de l'argile calcinée qui va être produite au Burkina Faso, nous pouvons utiliser cet argile calcinée pour faire du béton en lieu de place du ciment. Je ne suis pas contre les cimentiers, ce sont mes amis de très longue date, mais on veut juste réduire au maximum l'utilisation du ciment dans la construction des habitats. Pour les ponts, pour le moment, c'est pas fait. Mais pour l'habitat, nous essayons de réduire au maximum le clinker. Donc, réduire le clinker ne veut pas dire que je l'élimine. Je dis je réduis. Donc, ce qu'on veut faire du béton. Donc, en utilisant une petite quantité de ciment que nous connaissons, mais en utilisant beaucoup plus de l'argile calcinée qui serait fabriquée au Burkina Faso très bientôt. Donc on fait le béton comme vous le voyez, donc nous avons du gravier, nous avons du sable et nous avons utilisé le CM1 et le CIM Faso en termes de comparaison. Et qu'est-ce que nous avons fait? Donc nous avons remplacé soit entièrement le clinker, c'est ça qui est la première colonne. On a remplacé entièrement le clinker, il n'y a pas de clinker, il n'y a pas de ciment. Et nous avons la première colonne. Et la dernière colonne, c'est qu'on substitue l'argile calcinée légèrement par le ciment hydraulique. Et la dernière colonne, ça fait 25, ça veut dire que 25% en masse, donc du ciment. Et au milieu, ce qui est en vert, c'est que nous avons 90% d'argile calcinée et 10% de ciment. Ça veut dire quoi? Lorsque je veux construire, je veux faire du béton, très souvent, on va considérer 350 kg au mètre cube. C'est bien ça, mes amis. Donc, si je construis avec 350 kg, je vais supposer que je suis à 100% du ciment. Mais si je ne vais faire que 10%, ça veut dire que c'est 35 kg. Donc ce que je vais vous présenter, regardez, pointez toujours la couleur verte. On verra qu'avec 35 kg en lieu pas de 350, on peut avoir des résistances beaucoup plus élevées que si j'utilise 350. Donc qu'est-ce qu'on va voir? On va essayer de voir d'abord les densités. Donc on voit que lorsqu'on utilise le métacarolin, c'est l'argile calcinée et le liant, comme on l'a dit, on a une densité relativement plus faible. Donc si j'ai une densité plus faible, il y a des amis ingénieurs dans la salle, ils verront qu'on a le poids mort qui est plus faible. Donc du coup, en termes de poids sur la fondation, c'est plus faible, donc j'économise aussi. Donc je vais diminuer un peu à l'acier, mais si le métal peut m'excuser, je ne dis pas qu'on va enlever l'acier, et on va diminuer un peu. Donc si on diminue un peu, les gens peuvent construire assez facilement. Et cet acier, on va l'utiliser ailleurs au niveau des ponts. Est-ce que vous voyez?
Donc, en termes de densité, lorsque je réduis la densité, je permets à l'ouvrage d'avoir un meilleur confort plus ou moins, parce que je n'ai plus inertie, mais je vais utiliser la capacité de matériaux. Ensuite, en termes de résistance, rappelez-vous ici, ces résistances-là, on l'a mesuré à 7, 14 et 28 jours. Je vais m'accentuer uniquement sur 28 jours, c'est-à-dire la dernière colonne à droite. Vous allez voir la couleur verte, j'avais de la couleur verte. Donc à 28 jours, on est à 26 mégapascales. À 28 jours, 26 mégapascales. Mais nos frères ingénieurs qui sont là, ils peuvent dire, mais souvent si vous utilisez 350 là, c'est pas sûr que vous avez 20 mégapascales. Mais là, on a utilisé 10, c'est-à-dire 35 kg, et on est au-delà de 25 mégapascales. Ce qui suppose que l'utilisation de ce nouveau matériau, à base des matériaux disponibles localement, nous permet de substituer le clinker à hauteur de 90%. Et si on le fait, on protège davantage l'environnement et on va avoir des matériaux qui auront des meilleures propriétés thermiques et donc du coup va nous donner un meilleur confort. Chers amis, c'est ce que j'aimerais que vous reteniez. Et donc sur cette partie liée au béton géopolymère, c'est-à-dire on va réduire énormément le clinker, on va polluer moins, on va préserver l'environnement, nos histoires d'inondation seront davantage de fait, nos chaleurs qu'on a bientôt en masse, on va voir que si on construisait comme ce qu'on vient de dire là, on va avoir une réduction de ce taux de chaleur. Et ici, en termes d'exemple, vous voyez un bâtiment que nous avons réalisé depuis 2018, un bâtiment témoin que nous avons réalisé à Cambancier, et nous suivons l'évolution de ce nouveau matériau que nous avons mis en place pour voir comment ça vit. Parce que ce qu'on fait au laboratoire et ce qu'on fait dans la vie réelle, ce n'est pas la même chose. Mais là, on essaie de construire ça pour suivre son évolution. C'est instrumenté. Chaque année, on a les données climatiques donc à l'intérieur. Et vous voyez à la droite le béton, la poutre en béton de ce matériau qui est le béton géopolymère. Vous voyez que la brique et le béton ont les mêmes couleurs. Donc, du coup, on va plus sentir la différence entre le béton et la brique, et on va faire quelque chose d'assez parfait en termes environnementaux. Sur ce, je vous dis merci pour votre attention. Merci, Madame Saradou. Bonjour tout le monde. Je prends la parole ce matin et à la suite du professeur Messan pour une fois de plus rappeler l'intérêt dans l'utilisation des matériaux locaux dans notre pays. Et pour cela, avant toute chose, je voudrais rendre grâce à Dieu parce que c'est une opportunité pour nous, parce qu'il y a un véritable éveil des consciences à ce niveau. Et nous voudrons saisir vraiment l'occasion pour davantage interpeller, davantage faire notre part en tant que concepteur. Donc, on rappelle, sachant que le secteur du bâtiment, en fait, participe à plus de 80% dans les dépenses liées à la pollution atmosphérique. Et ce constat, en fait, va davantage grandir à cause de l'urbanisation, à cause du déplacement des personnes, des populations rurales vers la ville. On va constater que la plupart des constructions, notamment dans les zones périphériques, utilisent des matériaux inappropriés ou utilisent des matériaux de façon inappropriée, avec une majorité de toitures en tôle, sachant que la tôle, en fait, conduit beaucoup la chaleur. Donc, du coup, on aura un effet de chaleur constante à l'intérieur de la ville, à l'intérieur des habitations. Et cela va se ressentir de façon très cruciale à cause justement du fait que nos villes ne sont pas végétalisées, à cause de la pollution liée à la mobilité urbaine. Et également, on va remarquer que dans l'utilisation des revêtements sur le sol,
on va davantage aggraver ce constat-là. Donc, ce qu'il faut retenir par rapport à ça, c'est que l'utilisation des espaces végétalisés viendra en fait nous apporter des solutions réelles. Plus on va utiliser de la végétalisation, plus on va réduire en fait le rayonnement solaire direct qui arrive sur nos espaces, qui arrive dans nos villes, qui arrive sur nos bâtiments. Le soleil en fait agit sur la ville de plusieurs façons, mais l'effet qui va être le plus ressenti sera lié au rayonnement direct. Alors que c'est ce rayonnement direct-là qui affecte le plus la construction de nos bâtiments. On va s'intéresser à ce moment à ce que l'individu en lui-même peut ressentir à l'intérieur d'une construction. C'est ce qui en fait va nous permettre de travailler sur son confort thermique. Parce que c'est nous qui ressentons la chaleur. C'est nous aussi qui véhiculons la chaleur à cause de notre métabolisme physique. Donc, sachant que l'individu lui-même participe à près de 34% avec l'énergie qu'il dépense, il libère 34% dans la chaleur de la construction. Au Burkina Faso, le changement climatique va affecter à divers niveaux. On aura un risque au fil du temps de hausse de température maximale et minimale allant de 2,5 degrés à 5 degrés Celsius. On aura un constat sur les pluies diluviennes qui seront de plus en plus fréquentes, un risque de sécheresse beaucoup plus élevé et la crise énergétique qu'on remarque déjà va continuer de s'aggraver si nous continuons de construire de façon inappropriée en utilisant des matériaux qui ne sont pas forcément adaptés, comme l'a rappelé tout à l'heure le professeur Messan. Donc, toutes ces crises, à la fois énergétiques, à la fois économiques, poussent forcément à une hausse des coûts des importations. Et on remarque que chaque année, en fait, on vit des pics de chaleur très élevés, une diminution en fait de la production d'électricité, donc des délestages qui sont très cruciaux. Et ce que nous remarquons en fait, c'est que chaque année, à ces moments de forte chaleur, notamment en mars-avril, on reçoit beaucoup d'appels. Donc il y a un éveil en ce moment-là qui est très manifeste. Et malheureusement, après, quand il y a encore un adoucissement des températures, les appels diminuent. Ce qui fait que chaque année, on est toujours dans un cycle constant où on se rappelle qu'il faut agir, mais on n'agit pas. Mais je crois que maintenant, avec tout ce qui se passe à l'état actuel, on est plus dans la bonne dynamique. Nous, en tant que concepteurs, et face à toutes ces conséquences liées au changement climatique, quelle sera notre part de responsabilité? Comment, à travers l'architecture, nous allons pouvoir apporter des réponses efficientes et des réponses innovantes à la construction? Nous allons agir de sorte à protéger le bâtiment, à le protéger des rayonnements solaires, que ce soit en toiture, que ce soit sur les ouvertures, parce que de plus en plus, nous utilisons de grandes surfaces vitrées. Donc, au niveau des ouvertures, on va utiliser des dispositifs d'ombrage adaptés. On va penser à végétaliser les alentours de nos constructions pour pouvoir rafraîchir l'air qui va arriver, afin de dissiper la chaleur. On va utiliser des matériaux adaptés, donc qui ont un pouvoir isolant, qui vont moins conduire la chaleur à l'intérieur de la maison et pouvoir garder en fait une certaine fraîcheur, une certaine température. Et on va limiter aussi la consommation énergétique liée à tous nos appareils électroménagers. Cela nous permettra d'avoir un confort thermique beaucoup plus crucial. Alors nous avons choisi de construire en terre et je pense que chacun d'entre nous ici présents, architectes, professionnels, avons tous une conception, une idée des choses, mais notre dynamique, ce serait de proposer de revenir vraiment aux ressources naturelles, aux ressources longtemps utilisées dans l'architecture traditionnelle, à l'adobe pur. L'adobe qui est la brique de terre crue, voilà, qui peut être stabilisée, qui peut être utilisée tant dans les fondations que dans les décorations. Stabilisée au ciment, on peut l'utiliser dans les dalles, on peut les utiliser à travers des tomates au sol,
des pavés. On peut les utiliser de façon autobloquante et on a beaucoup d'entreprises maintenant au Burkina Faso qui nous proposent ces solutions vers lesquelles nous allons aller pour pouvoir trouver en fait des solutions adaptées et ainsi avec les chercheurs continuer de travailler sur cela. Et pour la petite histoire, c'est que concernant par exemple la production des BLT, nous nous posons vraiment à l'état actuel la question de savoir comment on peut retravailler sur ces rejets, ces poudres de latéritique qui sont issus de la retaille des pierres. Donc ces rejets peuvent être stabilisés afin de donner un meilleur confort thermique, parce que c'est inutilisé, ça remplit en fait les carrières de construction, les carrières de BLT, et sans forcément une utilité, alors que ça revêt vraiment d'un intérêt particulier. Donc le BLT est vraiment ce matériau que nous allons utiliser sur nos chantiers, parce que en nous tournant véritablement vers l'architecture traditionnelle, on va aller directement à la source, aux matériaux entièrement naturels. Donc voilà ici une carrière de BLT. Une de nos constructions où le BLT est vivement utilisé pour réaliser de grands ouvrages, c'est possible. Et avec des épaisseurs de murs assez conséquents, nous permettons à l'enveloppe du bâtiment d'être encore plus alourdie, d'emmagasiner mieux la chaleur et donc d'avoir des intérieurs plus frais. Et la solution de la groupe du bien sur laquelle nous travaillons, une des solutions constructives que nous utilisons, est très prisée à l'état actuel à cause du confort thermique. Et parmi les différentes constructions que nous avons eu à faire en matériaux locaux, à travers des prélèvements de température, on s'est rendu compte que c'est lui qui offrait un confort thermique assez particulier et assez intéressant. C'est une construction qui n'utilise pas de béton, qui utilise très peu de ciment, que dans les endroits où c'est vraiment sollicité, tels que les fondations en béton cyclopéen, également dans la construction des arbres. Sinon, nous n'utilisons pas de ciment dans cette construction. Nous n'utilisons pas de fer à béton. Nous n'utilisons pas non plus de coffrage en bois. Donc, les briques qui vont être utilisées dans la construction vont servir en même temps de gabarit le coffrage pour faire les ouvertures. Et ce bâtiment actuellement est l'un des plus grands justement réalisés en terre et en BLT ici au Burkina. Et Dieu merci, aujourd'hui, il a fait l'apparition dans un article de Architectural Review, je crois que c'est dans le dernier magazine, pour dire qu'en fait, nous avons beaucoup de potentiel ici au Burkina Faso, mais qui pour l'instant n'est pas assez valorisé. Nous avons eu beaucoup d'approches où même certains confrères nous ont fait savoir que ce n'était pas forcément aisé d'utiliser les matériaux terres, les matériaux locaux de façon générale dans la conception parce que ça limite l'effet de créativité. Mais pour nous, construire beau, ce n'est pas seulement au regard. Je pense que l'esthétique, en fait, c'est également utiliser des matériaux qui sont appropriés, qui sont adaptés, et pouvoir s'ouvrir en fait à toutes les couches sociales. La particularité également dans cet ouvrage, c'est que nous avons utilisé de la chaux hydraulique à la place des clépissages en ciment. Et ça fonctionne très bien. Nous avons des ouvrages où l'intérieur sont très très contemporains. Même si à l'extérieur, on a souvent un style un peu néo-soudanais. Donc pour nous, construire de façon confortable, c'est vrai qu'il faut utiliser des matériaux appropriés, mais il faut toujours se tourner vers la nature. Savoir utiliser le sens des vents, savoir utiliser les principes naturels de conduction, de convection, pour pouvoir chasser l'air chaud. Et pour cela, nous allons nous tourner vers des principes architecturaux, tels que l'utilisation des patios à l'intérieur des édifices, l'utilisation des cheminées, l'utilisation vraiment des plans d'arbres,
pour en fait briser un peu toute la masse et apporter de l'air à l'intérieur de l'édifice. Donc c'est un bâtiment à l'état actuel qui est accessible. Tout le monde peut faire le déplacement. Mais je pense qu'en fait, il a réussi vraiment à accorder les matériaux locaux, l'utilisation des principes de ventilation naturelle, l'utilisation des matériaux adaptés, et notamment la chaux, qui a été une première, l'utilisation de toute l'adaptation de la végétation autour de la construction. Ce projet en fait nous montre aussi la possibilité d'utiliser des plans d'eau et positionner à côté des espaces de vie. On a un confort qui va être beaucoup plus accru lorsqu'on est bien orienté. Les brises d'air vont permettre de rafraîchir, quand ça passe au-dessus de l'eau, de rafraîchir davantage les espaces de vie. Donc pour ma part, c'est vraiment quelque chose de possible. Nous avons une ville qui est en plein développement. Malheureusement, nous tendons, à travers l'urbanisation, à détruire beaucoup de forêts, beaucoup d'arbres. Et de plus en plus, on voit aussi qu'il y a des écoles d'architecture qui se mettent en place. Pour moi, en fait, c'est de pouvoir participer autant en tant qu'étudiant, en tant que professionnel, en tant qu'architecte concepteur, à un retour vers ces moyens de rafraîchissement naturel et passif pour un Burkina qui est vraiment en pleine reconstruction, parce qu'on imagine que dans ces régions actuelles où l'insécurité sévit, nous puissions nous tourner vers une reconstruction adaptée. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Notons que nous avons une troisième panéliste. Elle nous invite à repenser nos villes. Elle a pour rêve une architecture authentique s'inspirant de notre patrimoine culturel et naturel. Elle est diplômée de l'École nationale d'architecture de Paris depuis 1999. Elle travaille sur des projets de valorisation du patrimoine architectural au Cameroun, à Thiébélé au Burkina Faso et bien d'autres pays. C'est la mère, en plus de former ses enfants, forme en même temps ses petits-fils et filles. Membre de plusieurs ONG et institutions internationales, nous pouvons citer entre autres le Conseil international des musées ICOM, l'association Bâtir et Développement dont le siège est en France. Nous avons le Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, Expertise France, World Monument Fund, l'AFD et bien d'autres qui la reconnaissent sur la base de son expertise. Allons à la découverte de notre panéliste. Bonjour, Amélie Essessé, architecte spécialisée en conservation de patrimoine et en construction durable, notamment en terre. Voilà, je remercie toute l'équipe de l'Ordre des architectes du Burkina Faso, en particulier Aya Bokoum, qui est la présidente aujourd'hui, qui me permet d'être avec vous virtuellement ce soir, aujourd'hui, pour parler des questions d'architecture, de préservation de patrimoine. Voilà, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que effectivement l'Afrique regorge énormément de merveilles architecturales. Et au Burkina Faso, nous avons différents biens qui sont non seulement inscrits sur la liste du patrimoine mondial, mais aussi tous les sites inscrits sur la liste du patrimoine national. Ces biens sont divers et variés, avec des technologies de construction et les systèmes constructifs différents. Et vraiment, l'objectif est aujourd'hui de faire connaître toutes ces merveilles dans le monde. Nous pouvons partir de l'architecture vernaculaire à l'architecture du XXe siècle, qui montre vraiment les talents des architectes, de mes confrères et consoeurs,
qui se dessinent ou qui font de la ville de Ouagadougou, en tout cas du territoire du Burkina Faso, de multiples œuvres architecturales emblématiques. Alors pour ma gouverne, moi j'ai fait quelques études sur le patrimoine bâti. Et je suis très contente de voir que mon sujet de diplôme, qui était sur la valorisation du patrimoine vernaculaire et plus particulièrement la cour royale de Tchibélé, où ça a été pour moi une révélation. La première fois quand j'ai vu cet ensemble d'architecture Gurunsi et Kassena, je suis très heureuse aujourd'hui qu'elle puisse être reconnue au plan mondial comme site emblématique de l'humanité. Et nous en avons tant d'autres et continuons à montrer nos merveilles dans le monde. Pour la partie architecture du XXe siècle, il y a des édifices emblématiques qui ont été faits aussi par différents confrères et consoeurs. Je peux parler de Bakary Sanfo, qui était le premier architecte du Burkina Faso, qui a fait des merveilles. On peut voir aussi les travaux de l'architecte Kaboré Désiré, ou encore du confrère Compaoré, tous déjà partis, mais qui ont laissé leurs emblèmes dans la ville de Ouaga. L'idée est aussi de proposer de connaître ce patrimoine dans les écoles. Il est important que nous puissions raconter notre propre histoire et que cette histoire soit aussi une histoire sur l'architecture. Ce qui permet d'avoir une identité architecturale, une identité, mais suivant les régions et les communautés, pour que nous puissions avoir des villes qui nous ressemblent et qui permettent aussi de montrer que nous avons des talents au Burkina Faso, bien sûr, mais aussi dans le continent. La préservation du patrimoine fait partie de notre identité. Les savoir-faire endogènes montrent l'ingéniosité de nos parents, nos grands-parents. Le tout est d'apporter de contribuer en tout cas à la préservation de ces patrimoines-là. Nous pouvons le faire de différentes manières, en faisant bien sûr de la sensibilisation, mais en apprenant aussi sur le terrain, avec les communautés, en faisant par exemple des chantiers écoles, pour qu'avec les technologies ancestrales, nous pouvons apporter de l'innovation, tout en préservant bien sûr ce savoir-faire. Ce qui est important, c'est notre identité architecturale, et et comprendre l'aménagement des espaces publics, semi-publics et privés. Quand je prends le cas de l'architecture Kassena, du Burkina, en tout cas puisque mon site a été la cour royale de Tchibélé, la première fois quand j'ai visité cette cour, ça m'a vraiment... c'est ça qui était en fait la révélation de ce que je cherchais dans l'architecture africaine. Ça a été pour moi une révélation, une force, parce que dans cette architecture, nous avons tout. Nous avons l'art, nous avons la technique et nous avons une histoire commune. Et tout ça fait partie d'un ensemble qui est l'architecture. L'art et bien sûr l'agencement des espaces.
les espaces dédiés aux femmes, les espaces dédiés aux hommes, les espaces dédiés à la communauté, les espaces dédiés aux animaux. Et tout cela a un sens, a une écriture et a un symbole. Et c'est ça qui fait la grandeur de l'architecture africaine, en tout cas vernaculaire. Beaucoup de mes confrères et consoeurs se sont inspirés de ces architectures-là pour pouvoir aussi donner une empreinte architecturale dans la ville. À mon avis, je pense qu'il est important de partir de ces architectures vernaculaires qui finalement organisent l'espace en fonction du lieu, en fonction de la géographie, la géologie, mais aussi en fonction du climat. Les orientations sont... le bâti est bien orienté dans toute sa symbolique, mais aussi dans toute la préservation de l'occupant. Et en plus de ça, avec des techniques de construction extraordinaires. Donc pour moi, il est important que tout ceci puisse être connu, aussi bien pour les enfants, les jeunes, que les adultes, et valoriser ces métiers liés au patrimoine. Les métiers liés au patrimoine sont ceux non seulement de la construction, bien sûr, mais aussi tous les aspects de seconde œuvre, c'est-à-dire la menuiserie, la toiture, etc. Les charpentiers, tout ça fait partie du patrimoine et bien sûr les techniques d'enduit, de décoration. Donc c'est un tout, quoi. En tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous, continuer à faire ce travail de sensibilisation en faisant aussi des chantiers écoles intergénérationnels où les anciens nous apprennent, même nous architectes, les technologies qu'elles utilisent, et que nous, en tant qu'architectes, nous puissions saisir de ces savoir-faire pour pouvoir développer des nouvelles technologies et valoriser bien sûr ces savoir-faire dans nos différents domaines, notamment l'architecture. En tout cas, voilà mon message que je voulais passer et transmettre à vous. Je suis vraiment désolée de ne pas être là physiquement. Je pense qu'on aurait eu beaucoup de choses à dire, à échanger, mais j'espère que pour la prochaine, je serai vraiment avec vous. En tout cas, je remercie toute l'équipe, tous les collègues qui participent à cet événement, à ce colloque. Et je vous souhaite un plein succès. Allez, à bientôt et au revoir. Merci. Je suis Léandre Guinois, je suis architecte, urbaniste et enseignant-chercheur à l'Université Aux-Nouvelles. Je voudrais une fois de plus remercier les 3 panélistes, y compris Amélie qui s'est entretenue avec nous à travers son audio, et faire le lien entre ces communications en disant que finalement, à travers toute cette promotion d'une architecture vertueuse et de matériaux également vertueux, on prône ainsi une atténuation de l'impact du réchauffement climatique sur notre terre, sur notre environnement, mais de manière systémique. Et c'est ça qui est intéressant pour nous, architectes, c'est de faire le lien entre le matériau et la conception, parce que souvent on voit un bâtiment comme un produit fini ou comme un prêt-à-porter, mais le travail de l'architecte effectivement commence à partir même du choix du matériau, de ses propriétés et de l'agencement de ces matériaux pour en faire un édifice. La deuxième approche systémique a trait donc à ce que Amélie a dit, c'est-à-dire le lien entre
notre architecture patrimoniale et notre architecture contemporaine et le lien qu'on peut faire entre les deux. Et aussi, pour finir, un bâtiment n'est pas isolé, il est dans un environnement bâti qui comprend le bâti et le non bâti. Et à travers l'intervention de la consoeur, on voit aussi le lien qu'on peut faire entre le bâtiment et l'homme qui vit dans le bâtiment, mais également autour du bâtiment. Et cela interpelle en moi deux principales questionnements ou recommandations que je soumets aux différents panélistes. Alors, le premier questionnement a trait à la recherche sur les matériaux dans sa pensée, le professeur Messa. Je me réjouis particulièrement du fait que de plus en plus les politiques et les industriels écoutent les professionnels et les chercheurs, parce que à l'entendre, il y a donc une usine qui est en construction pour mettre en œuvre donc ces différents liens et ces différents argiles calcinées qui vont donc réduire la qualité réduire l'empreinte écologique liée aux matériaux qui utilisent beaucoup de clinker. Et donc je voudrais que, au-delà du bâtiment également, et on en a beaucoup discuté avec le professeur, que la recherche avec tous ces liens appropriés qui vont donc réduire le carbone, qu'on puisse également expérimenter ces liens-là sur les ouvrages comme la voirie. On sait très bien que pour accéder au bâtiment, il faut des voiries. On a également un problème de canalisation des eaux pluviales. On fait toujours des caniveaux en béton. Bon, quelquefois, c'est vrai qu'on en fait en pierre, en périmaçonné. Mais tous ces ouvrages consomment énormément de ciment. Et donc, en même temps que la recherche se fait sur la maçonnerie, comment on pourrait imaginer des liens pour qu'avec la terre, on ait des voies carrossables dans la durée et qui soient également moins dépendantes de ce ciment. Je pense que le professeur Messa a fait beaucoup de clins d'œil aux industriels qui sont là, mais en réalité, ils vont s'adapter. Tout comme nous aussi, nous allons nous adapter. Et si, moi je prie Dieu que ce lien polymère et que cette argile calcinée puissent être des matériaux les plus utilisés, parce qu'ils seront. Il ne faut pas oublier le fait que ce n'est pas seulement des aspects techniques, il y a aussi des aspects économiques. Tant qu'ils seront moins chers, ils seront forcément acceptés, parce que même si on tient à l'environnement, on tient aussi à sa poche, et on veut qu'on puisse vivre bien dans un environnement sain. Et enfin, je terminerai par l'aspect industrialisation. Donc je salue l'initiative, mais je pense qu'au-delà de cette première usine, tant qu'il n'y aura pas suffisamment de matériaux industrialisés à portée de main, pour qu'on puisse donc les trouver dans n'importe quelle boutique comme on trouve du ciment, on aura du mal à ce que cela soit vraiment approprié à grande échelle. Mais l'industrialisation ne suffit pas. À mon avis, il faut également de la formation. Certes, on a des écoles qui forment des concepteurs, mais on n'a pas suffisamment d'écoles qui forment des constructeurs. Je pense à nos maçons, à nos tâcherons. C'est eux qui font la ville aussi. J'ai eu l'occasion dans une autre vie de travailler avec lui sur l'avant-projet de codification des blocs latéritiques taillés. Et quand j'ai entendu le SG parler d'un processus en cours, je voulais juste me rassurer. Et en échangeant aussi avec mon voisin de la Rénorme, est-ce que nous avons enfin normalisé les blocs latéritiques taillés? Et je fais un clin d'œil également à la consoeur Clara, je ne sais pas comment elle fait pour convaincre les clients. J'ai une cliente actuellement à qui je suis en train de proposer des BLT, mais qui me demande, et à juste titre, est-ce que les BLT sont normalisés au Burkina? Mais je lui dis non. Et donc il dit, mais si ce n'est pas normalisé, comment vous voulez me convaincre donc de construire un bloc latéritique taillé? Donc voilà, la question est adressée au professeur Messa et également au ministère, si le ministère est représenté. Merci.
Moi, c'est Kambou Si Arnaud. Je suis ingénieur de mine et en géologie, mais surtout membre du COMOS, qui est le Conseil international des monuments et des sites. Bon, ici, là, je représente le président de l'ICOMOS, qui est nommé M. Nambao Béli Herman. Alors donc, il m'a surtout chargé, en fait, je prends la parole pour une certaine interpellation, une certaine sensibilisation. Donc, il m'a surtout chargé de passer l'information aux différents experts ici que le Conseil international des monuments et des sites regorge énormément de comités scientifiques internationaux et que la section Burkina ici est vraiment à la recherche de ces différents experts tels que tous qui sont ici pour pouvoir participer aux différents panels, expositions et recherches données tels que ce que c'est pas l'autre tel que l'autre intervenant a précisé sur la formation. Merci beaucoup Léon. Quand même moi de t'appeler tout simplement comme ça pour la synthèse que tu as faite sur les trois interventions qui montrent le lien par le matériau avec l'architecture et la conception. Et ensuite, tu as cherché à nous encourager, pour moi c'est un encouragement, vers le développement des matériaux aussi pour la voirie, pour la route. Et justement, c'est vrai que lorsque je présentais les exemples, je suis resté beaucoup plus sur le bâti. Mais sinon, le lien géopolymère nous permet également de faire des routes en terre stabilisées. C'est-à-dire que lorsque nous voulons faire une route en terre et qu'on veut éviter beaucoup de poussière, par exemple, vous voyez que lorsque la route en terre et qu'on part dessus, il y a beaucoup de poussière. Ceux qui sont autour, il y a une pollution liée à ces particules fines, donc il fait problème de santé. Et donc on avait voulu expérimenter ça sur l'une des routes de l'aéroport de Doncel, au moment où l'aéroport était en construction. Et c'était pas le géo, mais c'était le biopolymère que nous voulons utiliser. Et à l'époque, avec l'ancien directeur général de MOAD, qui n'est plus. Et donc, on a fait des tests au laboratoire et qui ont montré que nous pouvons utiliser pour faire ces routes-là, parce qu'on avait des CBR. Vous me suivez, les CBR, pour ceux qui sont des routiers, ils comprendront l'importance du sol qui permet aux véhicules de passer. Nous avons eu des CBR jusqu'à 80. Et aussi, on avait fait une contre-expertise. C'est pas contre-expertise, mais on avait mis ensemble le laboratoire national. Et nous, puisqu'on a voulu que ce soit ainsi. Et au laboratoire national, ils ont fait aussi les mêmes essais et que nous avons fait. Et on tournait autour des mêmes valeurs. Et ce qui montrait que justement, on pourrait tendre ce genre de lien vers ce type de construction. Et le DG de l'époque a eu l'idée parce qu'au Maghreb, notamment en Tunisie, Maroc, ça s'utilisait. Et donc on avait voulu l'expérimenter au niveau de l'aéroport de Doncel, mais malheureusement on n'a pas pu. Mais au niveau du laboratoire, ça a été expérimenté. Mais comme on n'a pas introduit à grandeur nature, c'est pour ça que je ne l'ai pas présenté dans le document. Il y a d'autres matériaux également sur lesquels les gens nous interpellent, surtout au niveau de la voirie. Nous devons essayer de faire certains bétons qui sont imperméables. Vous voyez que lorsqu'il pleut, on a fait de telle manière que lorsqu'il pleut et que l'eau ne reste pas sur la route, que l'eau s'infiltre dans la chaussée. Et c'est comme si on crée un barrage sous la chaussée et que lorsqu'il pleut, l'eau s'infiltre et que les gens ne continuent pas à passer dessus. On essaye, bon, on n'a pas encore réussi à avoir la résistance nécessaire et la porosité qu'il faut, mais on essaye. Je pense qu'on va pouvoir continuer. Et Inch'Allah, peut-être l'année prochaine, on parlera beaucoup plus sur ces genres de matériaux si les résultats sont prometteurs. Merci encore une fois, Léon, sur cette interpellation. Pour ce qui concerne la formation,
des artisans, je pense que c'est l'une des clés de la réussite de la construction en terre. Et si nous prenons un manœuvre qui va construire en BRT ou en groupe Nubel ou en BTC, et ce n'est pas tout le monde qui sait faire. Hein. Et ce qui fait que le coût du manœuvre coûte plus cher que celui qui le fait en parfait. Et donc, si le prix du manœuvre coûte plus cher, c'est qu'in fine, ça va coûter relativement plus cher la construction. Ce sont des chaînes. Hein? Et si, comme l'a dit Léon, in fine, c'est ma poche qui décide, je dois faire tout pour que ma poche ne décide pas autrement. Pour que ma poche aille vers mon cerveau. Ce que mon cerveau veut que la poche aille vers là-bas. Donc on doit vraiment former les artisans. On doit vraiment former les artisans. Je fais un clin d'œil à Asie Matériaux. C'est pas que lui, c'est que je connais mieux. Il y en a d'autres qui existent sans doute, mais je connais mieux ici. Et qui a un centre de formation de ces artisans. Et je pense que nous avons un projet qui est financé par la Belgique et qui nous permettra, avec ZI, de former pas mal de jeunes dans la zone de Ouagadougou d'ici la fin de l'année 2025. Et je pense que c'est notre petite contribution sur ce plan et de ce que Landry vient de dire. Et je ne sais pas si je vais finir, ensuite je vais passer la parole à ma collègue. Et pour la question de Madame Sanou, que j'aime toujours appeler Valérie, et merci bien Valérie pour cette question. Je ne sais pas si je vais répondre ou pas, mais quand c'est une question, la question elle est lourde, c'est juste une phrase, mais ça pèse, hein. Bon, je veux souhaiter qu'elle soit là et qu'elle réponde, quoi. Justement, au niveau de la codification des DRT, merci encore une fois à Mme Sanou qui a initié ça, qui a initié ce projet. Et sans elle, peut-être qu'on n'avait pas commencé, mais avec elle, on a commencé. La personne, le DG qui l'a remplacé, a poursuivi, ce qui montre une continuité dans l'administration. Le projet de codification a été validé sous la direction du DG qui a suivi Mme Sanou. Et ensuite, on devait l'envoyer au niveau de la norme, donc ça veut dire pour pouvoir payer la norme. Mais là-bas, il y a eu un petit souci, on va dire ça comme ça, pour ne pas trop parler. On va dire qu'il y a un petit souci qui a fait un peu de blocage. Mais au dernier nouvelle, lorsque j'ai discuté avec l'ancien DG de la norme, et lors de l'atelier de Samao, on était ensemble le jour-là, et il m'a fait comprendre que les travaux vont reprendre. Mais quand je n'ai aucune idée, et parce qu'eux-mêmes ils s'auto-saisissent aussi des fois, et qu'il y a eu beaucoup de demandes sur la certification, sur la mise en place de la norme de DRT. Donc, dans les avenirs, dans les mois à venir, ils vont relancer ce débat. Donc, c'est pour ça que je dis que la question est assez lourde, mais on n'a pas le choix que d'aller vers la normalisation des DRT. Monsieur Zangré, il souffre, c'est bien ça, hein? C'est ce que j'ai noté. C'est ça. Donc il a fait deux observations, remarques et souhaits. Son premier souhait, et en même temps une question, était de savoir si nous avons des objectifs qui sont fixés en ce qui concerne les bâtis publics, c'est-à-dire est-ce qu'on a des taux pour dire qu'on a 25% de construction en matériaux appropriés, en parenthèse des matériaux locaux au Burkina, et par exemple. Si j'ai bien compris la question. Et je pense, sans mentir,
que oui, même si on n'y arrive pas à respecter effectivement le taux. Et si je ne me trompe pas, j'ai suivi une fois à la télé, et lorsque M. le ministre avait reçu la présidente de l'ordre des architectes avec tout son équipe, et la présidente avait fait une plaidoirie qui demandait à ce qu'il y ait un taux de nos constructions soit réalisé en matériaux locaux. Je me rappelle aussi de l'ordre des ingénieurs, je pense que c'était le 10e anniversaire, et j'y étais, et également ils ont fait aussi ces plaidoiries-là en demandant ce que l'État puisse donner les ordres pour la construction des matériaux locaux. Et je crois aussi que dans mon petit cercle, mon équipe et moi, nous avions fait également un peu de plaidoirie au niveau du ministère de l'Habitat à l'époque, pour que ce soit ainsi. Mais je pense que l'État fait de son mieux, l'État c'est nous tous, et si vous voyez les logements de 11 décembre, je pense que c'est beaucoup plus ça. Si vous allez à Dédougou, vous allez voir que beaucoup de ces logements ont été réalisés en réalité. On peut nous être satisfait. Mais on est sûr de quelque chose, c'est que l'État a commencé. Vous savez, je ne suis pas un politique. Et lorsque je ne suis pas un politique, ça ne veut pas dire que la chose de la cité ne m'intéresse pas. Mais ça m'intéresse bien sûr. Et c'est pour ça que nous faisons de notre mieux, à travers les ordres que je viens de citer, de toujours aller vers les décideurs pour qu'ensemble, nous puissions construire un bâtiment nouveau pour nous tous. On a fait à Dédougou des bâtiments en BRT. J'étais à Kaya et pour voir justement la construction des déplacés internes qui sont faits en système de voûte pluviale en terre. Et je pense que ce sont des choses à encourager. Et je crois, pour ne pas dévancer les choses, il va y avoir beaucoup de construction des écoles à Ouagadougou, notamment dans la région de Basenko. Je pense que c'est Thierry Architecte qui a le marché et qui va construire des écoles en matériaux locaux. Et je crois qu'il y a l'ONG Soleil à la mer aussi qui va construire en matériaux locaux. J'étais à Koudougou, j'ai vu quand même pas mal de réalisations au niveau de matériaux locaux. Et on peut dire que ce sont les ONG, mais l'ONG ne peut bien si l'État n'a pas de besoin d'accord. Est-ce que vous voyez? Donc l'État contribue, même si ce n'est pas sous fonds propres, l'État contribue, il met en place un environnement qui permet aux ONG d'appuyer les choses. Est-ce que vous voyez? Mais on va tout continuer pour que l'État puisse mettre réellement sa main et pour que les choses se construisent en matériaux locaux parce que ça développe l'économie locale, ça développe vraiment l'économie locale. Merci pour l'interpellation. La deuxième question portait sur l'utilisation des baies vitrées, si je ne me suis pas trompé. Bon, c'est une question qui vient très souvent, mais souvent on dit que les goûts ne se discutent pas. Mais après, Léon a dit que c'est la poche qui décide. Bon, si moi j'utilise les baies vitrées, et qui malheureusement ne sont pas des doubles vitrages, ni des triples vitrages, lorsque le bâtiment est mal orienté, puisque Mme Karal a dit qu'il faut aussi tenir compte de l'orientation des bâtiments, si ce n'est pas bien orienté et que l'ensoleillement vient au niveau des baies vitrées, mais il va faire excessivement chaud à l'intérieur. Bon, je ne suis pas contre quelqu'un. Je vais donner un exemple, puisque ça tout le monde peut regarder. Vous voyez le bâtiment de Aniéré là? Vous savez qui contrôle l'énergie. Mais c'est les gens, au fait, ils sont très intelligents. Ils ont fait les gens pour vous montrer que ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque vous voyez cette belle vitrée, ça fait très joli. C'est
excessivement joli. Parce qu'on a copié ça chez les gens qui fait très froid. Alors que chez nous, il fait très chaud. Et qu'on n'a pas de double vitrage. Donc, vous voyez qu'on doit trouver un compromis. Et si vous me permettez de parler comme les jeunes, entre la bellesse et le concret. Ce n'est pas parce que c'est très joli qu'il faut forcément aller vers. Et donc, vraiment, les belles vitrées, il faut qu'on arrive à. Soit si on veut les faire, il faut trouver les grilles solaires. Les grilles solaires pour faire de telle manière que ça ne laisse pas passer énormément de chaleur. Merci beaucoup, M. Kangou, pour son interpellation. Je crois que c'est bien noté. Et nous serons toujours disponibles au besoin. On va faire des échanges de contacts. Et ce sera un plaisir qu'on va assister si vous avez besoin de nous. Merci bien. Merci, confrère Léon, pour votre interpellation, que je partage tout à fait. Donc, l'utilisation justement des bitumes dans nos villes contribue à le chauffer davantage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de façon générale, même dans des milieux minéralisés, on dit, il y a l'utilisation vraiment très manifeste de tout ce qui est minéraux sur les revêtements, contribue en fait à le chauffer, à augmenter l'indice de chaleur à près de 7,5 degrés Celsius en journée. Donc, il va de soi qu'en fait, on se tourne vers des matériaux adaptés pour tout ce qui est revêtement. Et cela me fait penser à tout ce qu'on a un peu comme granit. Le projet est même déjà formé dans mon cœur et dans ma tête. C'est pourquoi ne pas se tourner vers ces matériaux qu'on a et puis les utiliser dans nos quartiers, les utiliser au lieu d'utiliser par exemple des bitumes de façon systématique, on pourrait aller vers ce type de matériaux et ce type de formation au niveau des constructeurs. Au niveau des écoles d'architecture, pour ma part, c'est important aussi que les étudiants soient amenés vers des formations concrètes de construction. Parce que souvent, ils parlent de matériaux locaux, ils parlent de BLT, de BTC, sans savoir forcément comment ces matériaux-là sont mis en œuvre. Et une fois qu'ils sont sur le terrain, ça ne fonctionne plus. Donc je pense que ce soit au niveau des écoles, au niveau même des professionnels, il faudrait qu'on puisse mettre en place des cadres de formation sur la construction en terre, la fabrication même des briques en terre compressée et tout. C'est interpellateur à tous les niveaux, à mon avis, de la conception à la réalisation. Et aussi véritablement pouvoir joindre aussi la recherche concernant les matériaux de revêtement qui tâtonnent un peu. Je sais qu'il y a eu aussi des essais concernant des pavés en plastique. Je ne sais pas aujourd'hui où ça en est. C'est toujours en cours. Okay. Il y a aussi au niveau des BTC l'utilisation de certaines tomates comme revêtement de cours et tout. Mais il y a toujours la question de l'eau. Comment est-ce que cela va résister face aux intempéries? Je pense qu'on a le potentiel, on a le potentiel en termes de matériaux bas carbone ici au Burkina. Maintenant, c'est d'aller et de pousser la recherche et l'utilisation de ces matériaux-là. Après, concernant la conserve Valérie, c'est vrai, c'est souvent difficile. Je pense d'abord qu'il y a la bonne foi même du client, souvent. Il y a des clients qui hésitent beaucoup. Maintenant, ils ont besoin de voir, ils ont besoin de toucher la matière, ils ont besoin d'avoir du recul. Et je sais que ça, c'est très important parce que la plupart du temps, ils veulent aller visiter. Ils veulent voir comment c'est possible de réaliser quelque chose de beau, même avec ces matériaux-là, pour leur terre. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à les amener vers ce qui est palpable, en fait. Voilà. Donc, le professeur Messin a répondu du niveau des BTC. Oui, il y a des normes beaucoup plus claires. Mais au niveau des BLT, il n'y en a pas du tout. Et c'est des matériaux vraiment qui demanderaient à être beaucoup, à avoir un regard plus particulier dessus parce qu'il y a une inflation des coûts. Ces dernières années, ça passe au double, au triple au niveau des carrières parce que c'est des secteurs vraiment informels. Et on a aussi beaucoup de problèmes au niveau de la production de ces briques-là. C'est-à-dire que parfois, quand on a la demande qui est là, la production ne suit pas. Donc ça crée des retards de chantier
Et donc c'est vraiment un domaine très délicat, il faut aller au pas. Et aussi ça demande beaucoup de délicatesse dans l'approche conceptuelle. Voilà, donc pouvoir mettre en œuvre ces matériaux demande une approche beaucoup plus attentionnée. Donc c'est ce que je peux dire de ma petite expérience dans ce domaine. Après, concernant l'utilisation des vitrages, c'est bien réel. Moi, ce que je peux dire, c'est que parfois, quand on construit un matériau terre, quand on finit le gros œuvre, on sent vraiment une fraîcheur très agréable qui diminue dès qu'on met le vitrage, en fait. Voilà. Donc, c'est travailler surtout sur les dispositifs qui vont permettre de réduire l'impact du soleil, du rayonnement direct sur le vitrage. Donc, travailler sur la végétalisation des façades, aller sur des dispositifs qui soient intégrés à la conception, donc les sortes d'auvents et tout. Et aussi travailler sur le choix des couleurs, parce que plus on va aller vers des couleurs claires, moins on aura une absorption de la chaleur par la liaison. Donc, utiliser aussi des vitrages appropriés. Bon, tout le monde n'a pas les moyens forcément de se tourner vers le double vitrage, le triple vitrage, mais à mon avis, on peut aller sur des moyens très simples pour pouvoir réduire l'impact du rayonnement du soleil sur. Merci, on peut les accompagner par des applaudissements, le modérateur, l'ensemble des panélistes. Merci beaucoup. Le squad des partenaires, Régie. Merci à vous, chers partenaires, entreprises, institutions et visionnaires, d'avoir cru en cette aventure. Grâce à votre soutien, ArchiConnect 3E, ensemble, nous avons posé les fondations d'un futur où l'architecture durable et l'innovation locale façonnent nos villes et nos vies. Ce partenariat va bien au-delà d'un simple engagement. Il représente un élan collectif pour le développement du Burkina Faso et au-delà. De la part de toute l'équipe ArchiConnect et de l'Ordre des architectes du Burkina, merci. Barka, Aniché, Fofo. Continuons ensemble à bâtir, innover et inspirer. Merci beaucoup. L'architecture, témoin de nos luttes et lueur de nos espoirs. L'architecture, reflet de nos différences et médiatrice de nos différends. Une fois de plus, elle nous interpelle pour reconstruire ensemble, malgré les épreuves, et façonner un avenir où chaque pierre promet un monde meilleur. Du 20 au 22 mars 2025, à Ouagadougou, la semaine de l'architecte et l'Expobat répondent à l'appel de l'architecture et réouvrent leurs portes pour une 7e édition sous le haut patronage du chef de l'État, Ibrahim Traoré, et sous le parrainage du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mikailou Sidibé, autour du thème Intégration régionale et défis sécuritaires dans l'espace UEMOA, rôle des architectes dans la reconstruction post-crise au Burkina Faso, défis et opportunités. Au programme, exposition, keynote et panel interactif, réseautage et collecte de fonds au profit des personnes déplacées internes. Architectes, innovateurs, acteurs du bâtiment, entreprises d'ici et d'ailleurs, ne manquez pas l'appel de l'architecture. Joignez-vous à la cause de tous pour ensemble créer des cadres de vie garants de paix. Semaine de l'architecte, un événement de l'ordre des architectes du Burkina.